L'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, est chef de la mission de la CEDEAO en vue de sortir notre pays de la crise socio-politique qu'il traverse, a été reçu en audience par Syed Sheriff Ousmane Madani Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali et du GLSM. Rencontre périodique entre l'ONG AIF Donkansigi et la mairie de Baguineda. L'objectif est de faire l'état des lieux par rapport à la mise en œuvre du projet IFJVP et de faire des propositions d'action pour la mairie. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le chef de la mission de la CEDEAO, avec son bâton de pèlerin, en vue de sortir notre pays de la crise sociopolitique qu'il traverse, a été reçu en audience par le président du Haut Conseil islamique du Mali et du GLSM, avec en toile de fond saluer les efforts louables de Syed Sheriff Ousmane Madani Aïdara dans la recherche de la paix et solliciter son soutien. L'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, était accompagné d'une forte délégation ce mercredi 12 août 2020 à Bankoni Djakinebougou en commune 1 du district de Bamako. Moussa Fomba et Loutou Sidibé. L'audience accordée par le président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans, non moins guide spirituel des Ansar, au chef de mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et ancien président de la République fédérale du Nigeria, s'inscrit dans la vision de Syed Sheriff Ousmane Madani Aïdara à privilégier le dialogue pour une paix durable dans notre pays. L'hôte du jour qui a exhorté le président de la fêtière islamique du Mali à persévérer dans ce sens a tenu à saluer les efforts antérieurs de son éminence. Eh bien, le chef de mission de la CEDEAO, l'ancien président Jonathan, a tenu à rencontrer le président du Haut Conseil islamique. C'est toujours dans le cadre de sa mission de recherche d'apaisement au Mali. Donc nous avons assisté le président, nous avons échangé avec lui. Il est venu essentiellement demander au président du Haut Conseil de continuer à s'impliquer dans la recherche de solutions à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Comme vous le savez, le Haut Conseil, depuis le début des événements, a eu le même comportement, a lancé le même appel, l'appel au dialogue entre toutes les parties. Et c'est cet appel que nous continuons à lancer. Et toutes nos actions vont s'inscrire dans le cadre de la recherche de solutions à ce problème. Syed Sheriff Ousmane Madani Aïdara s'est disposé à explorer toutes les pistes de solutions pour un dénouement heureux de cette crise qui entrave la bonne marche de la République. Il est désormais question au sein du Haut Conseil islamique du Mali d'examiner les propositions de l'organisation sous-régionale qui se veulent un appui aux solutions endogènes. Oui, la CEDEAO a fait un certain nombre de propositions que nous avons examinées. Et bien avant la CEDEAO, nous aussi on avait fait un certain nombre de propositions que nous avons portées à l'attention du chef de l'État. Je pense que nous sommes les premiers concernés par cette crise. La mission de la CEDEAO est un appui aux Maliens pour les aider à résoudre leurs problèmes. Nous pensons que réellement, il faut le dialogue entre les différentes parties pour que la situation que nous connaissons puisse enfin trouver une solution. Et ce n'est pas au-dessus des Maliens lorsque ceux-ci se mettent d'accord pour mettre le Mali au-dessus de tout. Le président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans, non moins guide spirituel des Ansar, homme de dialogue, épris de paix et convaincu que la seule issue favorable reste le dialogue, n'a pas manqué de faire part au président Jonathan Goodluck de son entière disponibilité dans la recherche de solutions avant de se dire rassuré de sa présence aux côtés du peuple malien dans les moments difficiles.
L'ONG AIF Donkansigi, avec les soutiens financiers du FAMOC dans le cadre de son projet Implantation des jeunes et des femmes dans la vie publique, a organisé sa rencontre périodique avec la mairie de Baguineda pour faire l'état des lieux par rapport à la mise en œuvre du projet IFJVP et de faire des propositions d'action pour la mairie. Kafouné Bachili, Sédougnari. Ce cadre d'échange sur le projet IFJVP entre l'ONG AIF Donkansigi et les services techniques qui interviennent dans le cadre du développement de la commune de Baguineda a pour objet de passer en revue l'état des lieux de la mise en œuvre du projet pour l'implication des jeunes et des femmes dans la vie publique et faire des propositions d'action pour les 32 villages de la commune de Baguineda. Le projet, c'est un financement du FAMOC, le Fonds d'appui au moteur du développement du Danemark. C'est le Danemark qui avait lancé, qui a fait un appel à proposition dont nous avons postulé et que nous avons commencé les activités depuis 2019 et que les activités doivent prendre fin le 31 décembre 2020. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui nous avons organisé un cadre de concertation sur toutes les activités qui ont été déjà organisées et ont été mises en œuvre depuis 2019 à nos jours. L'objectif principal du projet est de former les bénéficiaires à s'impliquer dans la gestion des affaires communales. Surtout à l'initiative de l'ONG, comme je l'ai si bien dit. L'ONG est arrivée pour une durée de 2 années. Les activités ont commencé en janvier 2019 et c'est en décembre 2020 que l'ONG doit plier bagage. Donc du coup, après beaucoup d'interventions dans les 32 villages de la commune, les activités vraiment bien réalisées, je peux le dire ainsi. Donc nous avons jugé nécessaire maintenant de rencontrer les différents acteurs de la commune afin vraiment de leur suggérer, sinon leur soumettre ce que nous avons eu vraiment à réaliser comme activité, les difficultés rencontrées. Également ce que nous pensons vraiment dans l'avenir qui puisse vraiment faire vraiment le bonheur de toute la commune. Le projet Implication des jeunes et des femmes dans la vie publique est un financement du FAMOC pour une durée de 2 ans. Les activités du projet ont été lancées en janvier 2019 et prendront fin en décembre 2020. La normalisation de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême était entre autres recommandations de la CEDEAO dans la résolution de la crise malienne. C'est dans ce cadre que les autorités ont procédé à la mise en place de ces 2 institutions pour faire face aux défis prioritaires afin de sortir le pays de la crise sociopolitique. Pour la circonstance, notre équipe de reportage a fait un tour dans la capitale malienne pour s'enquérir de l'avis de quelques personnalités politiques, religieuses ainsi que des citoyens lambda. Voyons ces reportages signés Boubacar Traoré et Abdoulaye Sokodougou. Le Mali traverse une crise sociopolitique sans précédent depuis un moment. Le fonctionnement de certaines institutions de la République sont décriés par une partie de la population. C'est ainsi que les plus hautes autorités du pays ont procédé à la mise en place de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême afin de permettre à ces 2 institutions de s'atteler aux défis prioritaires du pays. Mais les avis sont partagés sur ces nominations. Ces nominations-là, tout le monde connaît leur mission. Je pense aujourd'hui qu'ils vont s'assurer qu'il n'y aura jamais de contentieux électoral dans notre pays. Quand tu parles de la Cour constitutionnelle, tu parles de loi. Quand tu parles de la Cour suprême, tu parles de loi. À cela s'ajoute la Constitution du Mali. Alors si la Cour a été mise en place, si la Cour constitutionnelle a été mise en place, il ne faut qu'immédiatement relever ou suivre les traces de ceux qui ont quitté. Je ne vois pas ce qu'ils peuvent modifier parce que c'est une continuité. S'il est vrai que nous disons tous les jours que la continuité de l'État, ils ne peuvent que continuer, ils ne peuvent rien changer. Je pense que le défi auquel cette Cour est attendue, c'est d'abord le règlement de la crise au sein de l'Assemblée nationale, qui a été l'effet déclencheur, n'est-ce pas, du départ même des membres de la Cour et également l'effet déclencheur de la crise actuelle que nous connaissons. Donc je pense que le plus grand défi, le défi prioritaire, immédiat, ça doit être, n'est-ce pas, la résolution de la crise au sein de l'Assemblée nationale. Les intervenants n'ont pas manqué de lancer un appel aux protagonistes à l'apaisement et au dialogue pour une sortie définitive de la crise. Mes combats, ça a été toujours pour la stabilité du pays. Ce message que je lance à l'endroit du peuple malien, c'est quoi?
rien ne vaut que la cohésion, l'union sacrée autour de la République. Le président de la République, aujourd'hui, a les soucis de ce pays. Il est temps, il est grand temps. L'union sacrée autour de la République. Moi, je pense aujourd'hui, le combat de ce peuple malien aujourd'hui, ça doit être quoi? Notre frère, camarade, Soumaïla Cissé, qui est à peu près dans les 5 mois en otage, à peu près. On doit se donner la main aujourd'hui pour sa libération. J'ai un message. Un homme, un individu. Au Mali, ici, quand on te dit à cause de Dieu, quand nos griots te demandent fils Abililaï, quand les chefs de quartier parlent, et de sur quoi d'autres États sont venus chez nous et que nous refusons de les entendre, nous refusons de les écouter, ça c'est pas malien. Je pense que le pays traverse une période extrêmement difficile depuis plusieurs années. Et cela est connu de tout le monde. Nous avons un défi économique extrêmement grave. Nous avons une crise sécuritaire, une crise sanitaire et une crise vraiment à tous les niveaux. De telle sorte que notre nation est aujourd'hui menacée dans son fondement même, dans son existence. Donc le défi, c'est l'appel que j'ai à lancer à la population malienne de tous bords. C'est vraiment d'appeler tout le monde à la retenue au dialogue. Souhaitons que les cœurs et les esprits se retrouvent pour une sortie définitive de la crise. Amen. Le panneau de stationnement d'interdiction interdit l'arrêt de longue durée d'un véhicule à 4 roues à partir du panneau jusqu'à la prochaine intersection, soit des panneaux précise la nature du stationnement interdit, et ces panneaux sont généralement plantés dans des endroits où le stationnement engendre des gênes dans la circulation ou des accidents. Qu'est-ce qui pousse donc certains conducteurs à ne pas respecter les panneaux? Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Mamadou Ben Chérif Soumano et Noumkouni. Si le non-respect du code de la route peut exposer le conducteur à des amendes, l'arrêt d'un véhicule dans certains endroits non autorisés en ville entraîne des sanctions telles que l'immobilisation du véhicule à travers des sabots par des agents de la mairie. C'est possible que ce soit une méconnaissance de ces panneaux et qu'ils ne respectent pas, mais pour d'autres, c'est fait sciemment. Et je pense que chacun de nous doit quand même respecter le code de la route, et qui dit stationnement, un stationnement est différent d'un stop. Donc dans la mesure où le conducteur il fait un arrêt et ensuite éteindre son moteur et qu'il descend de son véhicule, c'est ça qu'on appelle le stationnement. Et vous n'êtes pas sans savoir de ne pas respecter, n'est-ce pas, ces règles-là. Et je pense que c'est quand même une faute très grave. Bon, c'est le civisme. Hein. Il faut que chacun de nous respecte ces panneaux. Ben, si c'est une méconnaissance, qu'il cherche à comprendre ce que c'est qu'un stationnement. Bon, moi, à mon humble avis, je crois que ça c'est une question de méconnaissance de la circulation routière, et puis il y a aussi le manque de formation de la population, parce que tant que la population n'est pas formée à cela, tout le monde ne connaît pas ça, donc il ne peut pas respecter ça convenablement comme nous le souhaitons. Toujours la formation là, il faut que la population s'y mette aussi à bonne volonté pour respecter tout ce qu'on nous dit, parce que c'est toujours dans notre propre intérêt et dans l'intérêt de nos enfants particulièrement. Donc je demande à tout le monde de respecter ça, faire ce que les policiers nous diront, parce que c'est eux les régulateurs de la circulation. Selon nos intervenants, c'est l'incivisme associé à l'inattention qui amène les conducteurs à ne pas respecter très souvent les panneaux de signalisation. Effectivement, nous avons tous remarqué ensemble l'inobservation des règles de circulation en matière de stationnement dans le district de Bamako. Bon, les usagers ont l'air d'ignorer la présence de ces panneaux de stationnement. Or, le stationnement est réglementé par un arrêté municipal contre la circulation dans le district de Bamako. Donc, si vous remarquez, donc, les causes sont multiples
il y a globalement le mauvais comportement des usagers. Donc à respecter les règles de la circulation, entre autres, parce que bon, on peut se rendre compte souvent que les gens ne sont pas attentifs aux panneaux, d'avoir les panneaux qui existent à leur vue. Ensuite, qu'est-ce qui fait ça? C'est le cas de la précipitation, on peut dire ils sont pas patients, en quelque sorte, un manque de patience, et ils ont en tête le problème récurrent du stationnement. C'est-à-dire qu'on a le souci, dès qu'on arrive surtout au centre-ville ici, de se trouver une place de stationnement. Donc on ne fait pas beaucoup attention, au lieu de s'occuper des panneaux, c'est-à-dire où on doit stationner ou ne pas stationner, on s'occupe plutôt comment nous allons nous stationner, comment se frayer une place dans la ville. Donc tout ça tourne autour de l'incivisme, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas des règles de circulation. Donc vous voyez, donc c'est le mauvais comportement qui suit, la précipitation, l'impatience, la délibération, comment on appelle, les conduites, les mauvaises conduites, les mauvaises manœuvres, il y a tout ça là-dedans. Et puis surtout, c'est un phénomène qui est remarqué surtout au niveau non seulement des conducteurs privés, et surtout chez les professionnels, en l'occurrence ces véhicules de transport collectif qui doivent respecter leurs arrêts et qui ne le font pas. Et ça, c'est dû à l'allure de la demande des usagers qui les signalent à tout bord. Donc, généralement, c'est cette concurrence effrayable-là qui les amène à ne pas respecter leurs arrêts. Signalons que le respect du code de la route est capital pour tous les usagers de la circulation routière. Le contraire conduit toujours à des désagréments. Amadou Diarra nous fait le point de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite en bref et en images. En Côte d'Ivoire, une journée de manifestation sous tension contre un troisième mandat d'Alassane Ouattara. Si les directions des principaux partis d'opposition se sont gardées d'appeler à manifester, les organisations de jeunes de ces mouvements mobilisent leurs militants pour répondre à l'appel lancé par des leaders de la société civile. À Doukro, fief du candidat et ex-président Ari Konambedji, des heurts ont éclaté mercredi, faisant au moins un mort. Ils étaient plusieurs responsables de l'opposition à s'être donné rendez-vous mercredi au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Cocody, commune d'Abidjan. Dans une déclaration lue par le président de l'une des deux tendances du Parti ivoirien des travailleurs et porte-parole de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, les opposants ont égrené cette revendication, dont notamment la démission du président de la commission électorale indépendante. Le Niger voisin qui passe désormais en zone rouge après les tueries du week-end dernier. Conséquence de l'attaque contre des humanitaires français dimanche, le Quai d'Orsay revoit donc la couleur de la carte du Niger qui figure dans ses conseils aux voyageurs. Tout le pays passe en rouge, c'est-à-dire fortement déconseillé. Seule la capitale Niamey reste orange, c'est-à-dire déconseillé sauf raison impérative. Selon le Quai d'Orsay en France, le Niger est désormais rouge, contrairement à ses voisins du Mali et du Burkina Faso. Le pays apparaît donc comme le plus à risque du Sahel. Ces nouvelles recommandations du ministère des Affaires étrangères sonnent comme la première décision concrète prise après l'annonce du président Emmanuel Macron de renforcer la sécurité des expatriés de la région. Ce principe de précaution aura inévitablement un impact sur l'accès des humanitaires à certaines zones ainsi que sur les déplacements au Niger à des Français, qu'ils soient universitaires ou opérateurs économiques. Cap à présent sur le Maghreb pour vous dire que les Algériens sont au bord de la crise de nerfs par manque de cash. Devant les interminables files d'attente et les altercations entre usagers et employés des bureaux de poste causés par le manque de liquidité, le gouvernement d'Abdelaziz Djirad a mis en place plusieurs mesures d'urgence depuis le 28 juillet dernier. Depuis quelque temps, on reçoit un SMS nous informant de la date de virement, la disponibilité de l'argent et la possibilité du retrait témoignent les retraités fatigués de faire la queue pour percevoir leur pension. Ces derniers mois, c'était l'enfer. On faisait la queue dehors sous une chaleur torride. Heureusement que des bénévoles nous fournissaient des chaises pour souffler un peu, ont-ils déclaré.
Il y a 2 semaines, le 30 juillet, l'opposant congolais Jean-Marie Michel Mokoko, emprisonné depuis 2016, s'envolait vers la capitale turque Ankara pour y être soigné. Rappelons-le, la Turquie était officiellement le premier pays à accéder à la demande du président congolais Denis Sassou Nguesso. Depuis, les informations parviennent au compte-gouttes. Les autorités d'Ankara refusent notamment de révéler le nom de l'établissement où est hospitalisé Jean-Marie Michel Mokoko. Il faut dire qu'en l'absence d'informations, les proches du général Mokoko s'inquiétaient. L'ancien candidat à la présidentielle a vu son état de santé se dégrader en juin dernier. Sa compagne avait été autorisée à s'envoler elle aussi pour la Turquie quelques jours avant. Et c'est finalement par elle que les nouvelles ont fini par arriver. Direction à présent le Mozambique où les djihadistes Chebab se sont finalement emparés du port stratégique de Mocemboa d'Aprea. C'est une nouvelle avancée du groupe des Chebab affiliés à l'État islamique dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du pays. Une prise symbolique et très stratégique, proche de sites de gaz naturel très importants. Le combat entre les djihadistes et les forces spéciales mozambicaines a duré plusieurs jours avant que les insurgés ne prennent l'avantage. Le port de Mocemboa d'Aprea est finalement tombé aux mains des rebelles ce mercredi à l'aube. Selon des médias locaux, l'armée n'avait plus assez de munitions pour les tenir à distance et les hélicoptères de combat étaient trop loin pour arriver à temps. Actualité brûlante en Biélorussie pour vous dire que la répression violente des manifestants se poursuit toujours. L'Union européenne a condamné la violence disproportionnée et inacceptable exercée par les forces de l'ordre au Bélarus face aux manifestants pacifiques. Sur place, les groupes de défense des droits de l'homme dénoncent des conditions inhumaines de détention. Devant l'un des centres de détention de la capitale Minsk, les noms des personnes portées disparues sont lus à haute voix face à des familles inquiètes sans nouvelles de leurs proches. Pour légitimer ces arrestations, le président biélorusse Alexandre Loukachenko affirme que ceux qui manifestent contre lui ont de longs antécédents judiciaires. Et enfin, le déraillement d'un train survenu ce mercredi matin dans le nord-est de l'Écosse au sud d'Aberdeen a fait au moins 3 morts et 6 blessés. L'accident s'est produit dans une zone touchée par de fortes intempéries qui ont provoqué des inondations et des retards dans le trafic ferroviaire. Cet incident extrêmement grave est arrivé dans un lieu très difficile d'accès pour les services de secours, a souligné au Parlement local la première ministre écossaise. Le premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit attristé d'apprendre l'incident très grave survenu dans cette localité écossaise, transmettant ses pensées aux victimes. Le locataire de 10 Downing Street a aussi demandé à ce que la police des transports découvre exactement ce qui s'est passé afin de s'assurer que rien de tel ne se reproduise à l'avenir. Voilà donc, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Chapeau à l'équipe des réalisations. Bonsoir à tous.